Les lumières de Noël sur le sapin de mes parents clignotaient, selon des motifs alternés de rouge et de vert, projetant des ombres à travers le salon où j'avais passé chaque fête depuis 29 ans. Certaines choses ne changeaient jamais. Les décorations étaient les mêmes que dans mon enfance, l'ange au sommet penchait légèrement vers la gauche, comme il l'avait toujours fait, et l'opinion de ma famille sur mes choix de vie restait aussi fixe que l'étoile polaire. « Sarah, ma chérie, as-tu mis à jour ton CV récemment ?» demanda maman depuis la cuisine, sa voix portant ce mélange particulier d'inquiétude et de déception que j'avais appris à reconnaître dès l'âge de 12 ans. Je suspendis délicatement une cloche argentée à une branche inférieure. « Je ne cherche pas de travail, maman. »« Eh bien, tu devrais. » Elle sortit, portant un plateau de biscuits, les mêmes biscuits au sucre qu'elle faisait chaque année, découpés en forme de sapin et d'étoiles. « Tu ne peux pas continuer à flotter d'une chose à l'autre. Tu as presque 30 ans. Je suis consciente de mon âge. » Papa leva les yeux de son journal, des lunettes de lecture perchées sur son nez. « Ta mère a raison. Il est temps de te poser, de trouver un poste stable quelque part. Peut-être dans l'administration. Ta cousine Linda ne t'avait-elle pas obtenu cet entretien dans sa compagnie d'assurance ? Je ne suis pas allé à cet entretien. C'est bien là le problème. Il plia le journal avec une précision délibérée. Tu ne peux pas faire la difficile quand tu n'as pas d'emploi stable. N'importe quel travail vaut mieux que pas de travail du tout. Mon frère aîné, Michael, entra du garage, secouant la neige de ses épaules. Il était venu de Boston avec sa femme, Jennifer, et leurs 2 enfants. Michael était dentiste, brillant, respecté, exactement ce dont les parents rêvent en imaginant l'avenir de leurs enfants. On reparle de la situation professionnelle de Sarah, lança-t-il en attrapant un biscuit, un sourire aux lèvres. C'est quoi cette fois? Conseil en freelance? Entrepreneuriat? Nomade numérique? J'ai un travail, Michael. C'est ça, le mystérieux truc de technologie que tu n'expliques jamais. Il croqua dans le biscuit. Maman, ils sont parfaits, comme toujours. Jennifer apparut, guidant leurs jumeaux de 7 ans vers le plateau de biscuits. Sarah, j'ai vu sur Facebook que tu n'as pas mis à jour ton LinkedIn depuis 2 ans. Ce n'est pas génial pour la recherche d'emploi. Je pourrais t'aider à l'optimiser si tu veux. J'ai suivi un atelier sur l'image de marque personnelle. J'apprécie, mais... Elle s'entête, intervint maman. Ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans à travailler de chez elle, sur son ordinateur portable, sans jamais expliquer ce qu'elle fait réellement. Pas de salaire fixe. On voit bien que ce n'est pas viable. J'avais essayé d'expliquer, à plusieurs reprises, lors de ce premier Noël après avoir quitté mon poste d'ingénieur logiciel senior chez Microsoft, pour lancer Dataflow Solutions. J'avais tenté de décrire ce que nous construisions, une plateforme révolutionnaire d'analyse de données, qui utilisait l'apprentissage automatique pour aider les systèmes de santé à prédire les résultats des patients et à optimiser l'allocation des ressources. Maman avait souri poliment et m'avait demandé si j'avais envisagé de retourner à l'école, pour devenir infirmière. Le secteur de la santé est stable, ma chérie, et tu aiderais les gens. J'aide les gens, maman. Notre plateforme aide les hôpitaux à sauver des vies. Mais ce n'est pas un vrai travail, n'est-ce pas? Travailler depuis ton appartement, sans bureau, sans avantages sociaux. Que se passera-t-il si tu tombes malade? Et la retraite? C'était il y a 3 ans. Depuis, j'avais arrêté d'essayer d'expliquer. Dataflow Solutions était passé de juste moi et ma cofondatrice, Lisa, travaillant depuis mon appartement, à une équipe de 85 employés répartis dans 3 bureaux. Nous avions obtenu 180 millions d'euros de financement de série B il y a 8 mois. Notre liste de clients comprenait Johns Hopkins, la Mayo Clinic et la Cleveland Clinic. Le mois dernier, les CDC nous avaient engagés pour construire un système national de préparation et de réponse aux pandémies. Mais ma famille pensait toujours que j'étais au chômage. Sarah pourrait venir travailler à mon cabinet, proposa Michael, avachi sur le canapé. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'accueil. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. Avantages sociaux, congés payés. C'est très gentil, Michael, dis-je en ajustant une autre décoration, mais je suis bien là où je suis. Là où tu es, c'est nulle part, dit papa, sans méchanceté, juste comme un fait. Tu tournes en rond. À ton âge, ta mère et moi avions des carrières stables, une maison, des économies. Toi, tu vis toujours dans ce minuscule appartement. Pas de mari, pas de plan de carrière clair.
Mon minuscule appartement était un loft de 2 chambres dans le quartier de Capitol Hill à Seattle, que j'avais acheté comptant l'année dernière pour 1,2 million d'euros. Mais il ne l'avait vu qu'une seule fois, brièvement, et s'était principalement concentré sur la façon dont je pourrais le mieux utiliser la deuxième chambre, si je prenais un colocataire pour aider avec le loyer. Je n'avais pas pris la peine de les corriger. Le dîner est presque prêt, annonça maman. Sarah, pourrais-tu mettre la table? La salle à manger était déjà décorée, le centre de table arrangé, la belle porcelaine sortie. Je commençais à placer les couverts, tandis que la conversation flottait autour de moi, le cabinet prospère de Michael, les réussites scolaires de ses enfants, la promotion de Jennifer au poste de directrice marketing senior, les fiançailles de ma cousine avec un avocat. Et toi, Sarah, demanda tante Carole alors que nous passions à table. Elle était arrivée pendant que j'étais dans la cuisine, enveloppée dans un manteau de fourrure et laissant un sillage de parfum. Que fais-tu de beau, ces jours-ci? Elle est entre deux opportunités, dit rapidement maman, en passant la purée de pommes de terre, mais elle cherche activement. Je ne. Le marché du travail est difficile, compatit tante Carole. La fille de mon voisin a été au chômage pendant 6 mois. Elle a finalement trouvé quelque chose chez Starbucks. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins, c'est un revenu. La situation de Sarah est différente, ajouta papa, en découpant la dinde. Elle a un diplôme. Quelque chose en informatique. Informatique, corrigez-je. Du MIT, n'est-ce pas? Donc, elle est surqualifiée pour la plupart des postes, mais elle n'a pas l'expérience pratique que les employeurs recherchent. Il disait cela comme si je n'étais pas assise juste là. C'est une position difficile. Michael leva son verre de vin. Espérons que la nouvelle année apportera de meilleures opportunités. Ils burent tous à cela. Je mangeai ma dinde en silence. Après le dîner, nous retournâmes au salon. La télévision était allumée, sur une chaîne d'information qui diffusait une programmation de Noël. Maman distribua les cadeaux, pendant que papa attisait le feu dans la cheminée, essayant d'obtenir une belle flambée. Ça, c'est pour toi, Sarah. Maman me tendit une boîte emballée. Un cadeau pratique cette année. Nous avons pensé que tu pourrais en avoir besoin. Je le déballai soigneusement. À l'intérieur, il y avait un porte-document en cuir avec un bloc-notes, un stylo, et un porte-carte de visite, le genre de choses que l'on apporte à des entretiens d'embauche. Pour quand tu commenceras à passer des entretiens sérieusement, expliqua maman. Les premières impressions comptent. Merci. Il y a autre chose. Papa attrapa une enveloppe derrière le canapé. Ta mère et moi en avons discuté. Nous savons que l'argent doit être un peu juste. Ça devrait t'aider à joindre les deux bouts, juste le temps que tu te remettes sur pied. Le chèque à l'intérieur était de 5 000 euros. Maman, papa, je ne peux pas. Nous insistons, dit fermement maman. Tu es notre fille. Nous n'allons pas te laisser en difficulté pendant les fêtes. Utilise-le pour le loyer, les courses, tout ce dont tu as besoin. Et s'il te plaît, Sarah, engage-toi vraiment à trouver quelque chose de stable en janvier. Finis ces bêtises de consultante freelance. Michael se pencha, vit le chèque, et siffla. Généreux. À ton âge, j'étais déjà établi. Je n'avais pas besoin de l'aumône. Michael, le réprimanda doucement Jennifer. Je dis juste qu'elle a besoin d'une motivation, pour prendre sa carrière au sérieux. Je pliai le chèque et le replaçai dans l'enveloppe, la posant sur la table basse. J'apprécie l'intention, mais je n'ai pas besoin d'aide financière. La fierté ne paiera pas tes factures, dit papa. Prends l'argent. Je ne suis pas orgueilleuse. Je vous dis que je n'ai pas besoin d'eux. On a déjà eu cette conversation, interrompit maman. Tu dis que ça va, mais on n'en voit jamais la preuve. Pas de travail stable, pas de progression de carrière, pas de... Le volume de la télévision augmenta soudainement. Mon neveu avait attrapé la télécommande, appuyant accidentellement sur le bouton de volume en voulant prendre un biscuit. Flash info en cette soirée de Noël, la voix du présentateur de CNN remplit la pièce. Nous interrompons notre programmation des fêtes pour une nouvelle majeure dans le secteur de la technologie, qui se développe depuis ce matin. Baisse le son, mon chéri, dit Jennifer à son fils, mais l'écran avait changé. Le logo de CNN, Flash Info en lettres rouges, et un titre, la fondatrice mystère d'une entreprise tech révélée. L'identité de la fondatrice anonyme de Dataflow Solutions,
l'une des entreprises de technologie de la santé à la croissance la plus rapide en Amérique, a enfin été confirmée, poursuivit le présentateur. Depuis 3 ans, l'entreprise a maintenu une stricte confidentialité sur sa direction, mais CNN a appris en exclusivité. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un texto de Lisa, ma cofondatrice, je sais que tu es en famille. Je suis tellement désolé. L'info a fuité plus tôt que prévu. C'est partout. Dataflow Solutions a fait la une des journaux plus tôt cette année, en levant 180 millions d'euros de financement, dit le présentateur. La plateforme révolutionnaire d'analyse de la santé de l'entreprise a été adoptée par plus de 400 hôpitaux à travers le pays, et on lui attribue le sauvetage d'environ 10 000 vies, grâce à des prédictions améliorées des résultats pour les patients. Maman attrapa la télécommande. Trouvons quelque chose de plus festif. Attends, dit Michael en se redressant. Ce nom d'entreprise me dit quelque chose. La fondatrice, qui a opéré sous un anonymat strict, a maintenant été identifiée comme étant Sarah Mitchell, 29 ans, une ancienne ingénieure de Microsoft qui a quitté son poste il y a 3 ans pour lancer l'entreprise depuis son appartement de Seattle. La pièce devint silencieuse. Ma photo apparut à l'écran, non pas une photo décontractée, mais ma photo de presse officielle, celle que nous avions prise le mois dernier pour l'article de Forbes sur la technologie, qui devait paraître en janvier. D'une manière ou d'une autre, CNN l'avait obtenue en avance. C'est. Tante Carole pointe à l'écran. C'est Sarah. Selon des sources proches de l'entreprise, Mitchell possède personnellement 68% de Dataflow Solutions, ce qui, à sa valorisation actuelle de 2,1 milliards d'euros, porte sa fortune personnelle à environ 1,4 milliard d'euros. Le verre de vin de papa lui glissa des mains, le vin rouge éclaboussant le tapis. Personne ne bougea pour nettoyer. Ça ne peut pas être vrai, murmura maman. Sarah. L'émission continuait. Mitchell, diplômé du MIT en informatique et en génie biomédical, a commencé à développer la technologie de base de Dataflow alors qu'elle était encore employée chez Microsoft. La plateforme utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour analyser les données des patients en temps réel, aidant les prestataires de soins à prédire les complications, à optimiser les plans de traitement et à allouer les ressources plus efficacement. Ils passèrent à un reportage dans un hôpital. Je reconnus John Hopkins. Un médecin en blouse se tenait dans ce qui ressemblait à une unité de soins intensifs très active. Dataflow a révolutionné notre pratique de la médecine, dit le médecin. La précision prédictive est sans commune mesure avec tout ce que nous avons vu auparavant. Nous avons réduit la mortalité des patients dans notre unité de soins intensifs de 23% depuis sa mise en œuvre. La technologie de Sarah Mitchell sauve des vies, chaque jour. Retour au présentateur en studio. Les CDC ont récemment attribué à Dataflow Solutions un contrat de 300 millions d'euros pour construire un système national de préparation et de réponse aux pandémies. L'entreprise, qui a débuté avec seulement 2 employés, compte aujourd'hui une équipe de 85 personnes réparties dans des bureaux à Seattle, Boston et Washington, D.C. Michael avait sorti son téléphone, tapant frénétiquement. C'est vrai. C'est sur Bloomberg, le Wall Street Journal, Forbes. Elle est. Tu es. Mitchell a été notoirement discrète, accordant rarement des interviews et n'apparaissant jamais aux conférences de l'industrie, poursuivit le présentateur. Mais ceux qui ont travaillé avec elle décrivent une innovatrice brillante et déterminée, qui change fondamentalement la technologie de la santé. Ils montrèrent un extrait d'une conférence sur la technologie médicale. Le modérateur parlait, la fondatrice de Dataflow est un génie. Un travail absolument révolutionnaire. Le fait qu'elle ait accompli cela avant 30 ans, tout en maintenant un anonymat complet, est remarquable. Attends, dit Jennifer, la voix faible. Tu possèdes une entreprise d'1 milliard d'euros ? 2,1 milliards, corrigea Michael, fixant son téléphone. Valorisation actuelle. Sarah, est-ce que c'est vraiment toi ? La télévision passa à une autre image, une capture d'écran de l'article de Forbes qui n'était pas censé être publié avant janvier. Le titre, La milliardaire invisible, comment Sarah Mitchell a bâti l'empire secret de la santé. Maman émit un son entre le hoquet et le sanglot. Nous avons contacté Mitchell pour un commentaire, dit le présentateur de CNN, mais ses représentants ont refusé de faire une déclaration. Cependant, l'entreprise a confirmé son identité et a publié cette déclaration préparée. Dataflow Solutions a été fondée avec une seule mission, sauver des vies grâce à de meilleures données.
La vision et le leadership de notre fondatrice ont fait de cette mission une réalité dans les hôpitaux à travers l'Amérique. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli et des patients que nous avons aidés. Papa parla enfin, sa voix un murmure. Sarah. Je regardais ma famille, tous me fixant. Le visage de maman était pâle. Papa avait l'air d'être sur le point d'être malade. L'expression de Michael passait du choc à la confusion, et à quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. C'est vrai, dis-je simplement. Mais tu as dit. Maman ne put finir sa phrase. J'ai essayé de vous le dire, à plusieurs reprises. Vous ne vouliez pas l'entendre. Tu as dit que tu travaillais dans la tech, protesta Michael. Tu n'as pas dit que tu possédais. Il fit un geste impuissant vers la télévision, où il montrait maintenant l'extérieur de notre siège social à Seattle. J'ai dit que j'avais fondé une entreprise de technologie de la santé. J'ai expliqué ce que nous faisons. Vous m'avez dit que ce n'était pas un vrai travail. Nous accueillons maintenant l'analyste tech David Chin, dit le présentateur de CNN. David, aidez-nous à comprendre l'importance de Data Flow Solutions dans l'industrie de la santé. Un nouveau visage apparut en écran partagé. C'est l'une des innovations les plus importantes de la décennie en matière de santé, dit l'analyste. Ce que Sarah Mitchell a construit n'est pas seulement une entreprise à succès, c'est une technologie qui change fondamentalement la pratique de la médecine. Les algorithmes prédictifs sont si précis que les hôpitaux utilisant Dataflow voient des résultats nettement meilleurs pour les patients. Nous parlons de milliers de vies sauvées. Et elle a fait ça en 3 ans, en partant de rien. De rien, demanda le présentateur. De son appartement. Autofinancé au départ, puis une petite levée de fonds auprès d'investisseurs providentiels. Elle a gardé le contrôle absolu de l'entreprise, refusant de céder le pouvoir de décision même lorsque le financement augmentait. C'est presque sans précédent dans la tech. La plupart des fondateurs voient leur participation diluée à des parts minoritaires. Mitchell a conservé 68%. C'est une stratégie commerciale brillante, combinée à une technologie révolutionnaire. Jennifer lisait son téléphone, les yeux s'écarquillant. Il y a un article ici sur ton appartement. Il dit. Sarah, il dit que tu as payé cash pour un loft d'1 million d'euros. 1,2 million, corrigez-je doucement. L'article s'est trompé sur le chiffre. Tante Carole avait les 2 mains sur la bouche. L'autre aspect remarquable, poursuivit l'analyste à la télévision, est l'anonymat intentionnel de Mitchell. Dans une industrie obsédée par la célébrité des fondateurs, vos Elon Musk, vos Mark Zuckerberg, elle est restée presque complètement inconnue en dehors des cercles de la santé. Pas de présence sur les réseaux sociaux, pas d'apparition à des conférences, pas d'interview à la presse. Juste une concentration pure sur la technologie et la mission. Pourquoi cette discrétion, demanda le présentateur. Selon ceux qui la connaissent, Mitchell pense que le travail doit parler de lui-même. Elle n'est pas intéressée par la célébrité, elle est intéressée par la résolution de problèmes. C'est rafraîchissant dans la Silicon Valley, où les fondateurs deviennent souvent des célébrités avant même que leurs entreprises aient fait leurs preuves. Maman se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Papa se frotta le visage avec les 2 mains. Le chèque, dit-il. Nous t'avons donné un chèque. Nous avons essayé de te donner 5 000 euros. Tu es milliardaire, et nous avons essayé de te donner 5 000 euros, parce que nous pensions que tu ne pouvais pas payer ton loyer. Je sais, papa. Michael lisait article après article, faisant défiler rapidement. Celui-ci dit que tu as refusé une offre d'acquisition de 900 millions d'euros de la part de Google l'année dernière. 900 millions d'euros. Tu as dit non. Ce n'était pas assez, et il voulait le contrôle de la technologie. Je n'étais pas prête à céder cela. Pas assez? Sa voix se brisa. Je travaille depuis 12 ans pour construire un cabinet qui vaut peut-être 2 millions, et tu as refusé 900 millions, parce que ce n'était pas assez? Il ne s'agissait pas de l'argent, Michael. Il s'agissait de préserver la mission. La mission, répéta-t-il platement. Sauver des vies. Ça a toujours été la mission. C'est pour ça que j'ai créé cette entreprise. Jennifer posa son téléphone délicatement, comme s'il pouvait exploser. L'article dit que John Hopkins attribue à votre plateforme une réduction de la mortalité en soins intensifs de 23%. 23%? Comprenez-vous ce que cela signifie? Oui.
Cela signifie qu'environ 400 patients de moins sont morts dans leur unité de soins intensifs l'année dernière, qu'ils ne l'auraient été sans notre système. 400 personnes sont en vie grâce à toi. Grâce à l'équipe, grâce à la technologie. Je n'ai fait que la lancer. Tu n'as fait que la lancer, fit écho Jennifer. Tu viens de construire une entreprise d'1 milliard d'euros qui sauve des centaines de vies, et tu ne l'as jamais mentionné? J'ai essayé. Personne ne voulait écouter. Maman se retourna de la fenêtre, les larmes coulant sur son visage. J'ai appelé ça une phase. J'ai dit à Carole que tu traversais une phase de chômage. Je sais. Je t'ai donné un porte-document pour des entretiens d'embauche. Je sais, maman. J'ai raconté à tout le monde que ma fille n'arrivait pas à garder un emploi stable, pendant que tu étais. Pendant que tu es. Elle ne put finir. La télévision était passée à l'interview d'un administrateur d'hôpital. Avant Dataflow, nous prenions des décisions de traitement basées sur l'expérience et l'instinct. Maintenant, nous avons des informations basées sur les données qui améliorent considérablement les résultats. Cette technologie sera la norme dans tous les hôpitaux d'ici 5 ans. L'entreprise de Sarah Mitchell est l'avenir des soins de santé. Papa ramassa l'enveloppe avec le chèque, la fixant. Tu dois nous prendre pour des idiots. Non. Nous avons essayé de te donner de l'argent, des conseils de carrière. Nous t'avons suggéré de travailler comme réceptionniste au cabinet dentaire de Michael. Vous essayez d'aider. Je comprends ça. Tu nous as laissé penser que tu échouais. Je vous ai dit que non. Vous ne m'avez pas cru. Parce que tu ne nous as jamais rien montré. Tu ne nous as jamais emmenés à ton bureau, ou expliqué l'ampleur, ou... J'ai essayé, papa. Tu te souviens, il y a 2 Noëls? J'ai expliqué la levée de fonds, les partenariats hospitaliers, l'intérêt des CDC. Tu m'as dit que ça ressemblait à une arnaque. Tu as dit que je devrais faire attention au système pour devenir riche rapidement et trouver un vrai travail. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Michael faisait toujours défiler. Il y a un profil ici, du magazine des anciens élèves du MIT. Il est sorti il y a 6 mois. Sarah Mitchell, promotion 2018, révolutionne la technologie de la santé avec Dataflow Solutions. Tout est là. Tout ce que tu as accompli. Tu nous l'as envoyé? Oui. Je l'ai envoyé à la liste de diffusion familiale. Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Il s'arrêta, son visage devenant rouge. Je l'ai probablement supprimé sans le lire. Je pensais que c'était un spam. Je sais. Un autre téléphone se mit à sonner, puis un autre. Tante Carole répondit au sien, écouta un instant, puis dit « Oui, c'est ma nièce. » « Oui, celle de CNN. » Non, nous n'en avions aucune idée. Nous pensions qu'elle était au chômage. Elle raccrocha, l'air hébété. C'était Margaret, de mon club de lecture. Elle a vu les nouvelles. Le téléphone de maman vibra à plusieurs reprises. Elle y jeta un coup d'œil, puis le posa comme s'il l'avait brûlé. Tout le monde envoie des textos. Tout le monde pose des questions sur toi, sur pourquoi nous n'avons jamais mentionné que tu étais. Elle fit un geste impuissant vers la télévision. L'émission de CNN était passée à la discussion des implications sur le marché. La technologie de Dataflow pourrait valoir beaucoup plus que sa valorisation actuelle de 2,1 milliards d'euros, disait un analyste financier. S'ils s'étendent à l'international ou développent des applications supplémentaires pour leurs algorithmes de base, nous pourrions voir une entreprise valant 10 milliards ou plus d'ici 5 ans. Jennifer se leva soudainement. J'ai besoin d'air. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit malgré le froid, et resta simplement là. Les jumeaux, qui jouaient avec des jouets dans le coin, prirent enfin la parole. Est-ce que tante Sarah est célèbre? Oui, mon grand, dit doucement Michael. Apparemment, tante Sarah est très célèbre. Cool. Est-ce qu'elle est riche comme Iron Man? Plus riche, probablement. Ouah. La vérité sort de la bouche des enfants. Papa s'éclaircit la gorge. Sarah, Nous te devons des excuses. Vraiment? Bien sûr que oui. Nous avons été. Nous t'avons traité comme une ratée pendant 3 ans, alors que tu construisais quelque chose d'extraordinaire. Vous m'avez traité comme vous vouliez me voir. J'ai essayé de corriger cette perception. Vous n'étiez pas intéressé à être corrigé. Ce n'est pas juste.
Vraiment? Chaque fois que j'ai essayé d'expliquer ce que je faisais, vous avez changé de sujet, ou vous m'avez offert des conseils de carrière, ou vous avez suggéré que je postule pour des postes de réceptionniste dentaire. Vous ne vouliez pas entendre parler de mon succès, parce que ça ne correspondait pas au récit que vous aviez créé. Maman s'essuya les yeux. Pourquoi ne nous as-tu pas forcé à comprendre? Comment? Je vous ai montré des articles. J'ai expliqué la technologie. Je vous ai invité à visiter le bureau. Vous étiez toujours trop occupé, ou pas intéressé. À un certain moment, j'ai réalisé que vous aviez besoin que je sois la fille qui ne réussit pas. Ça faisait ressortir davantage les réussites de Michael. Ça vous donnait un projet à réparer. C'était plus facile que d'accepter que, peut-être, je savais ce que je faisais. Ce n'est pas vrai, dit Michael, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Sois honnête, Michael. Quand est-ce que maman et papa ont passé un dîner entier à parler de tes accomplissements, sans mentionner les miens comme point de comparaison? Il ne répondit pas « Je suis l'étalon de l'échec dans cette famille. Je l'ai toujours été, l'étrange qui aimait trop les ordinateurs, celle qui a fait des choix non conventionnels, celle qui n'a pas suivi le chemin standard. Et vous savez quoi? Ça me va. J'ai cessé d'avoir besoin de votre approbation il y a 3 ans, quand j'ai décidé de prendre le risque de lancer cette entreprise. Nous sommes ta famille, dit papa. Tu devrais avoir besoin de notre approbation. Non, papa. Je devrais avoir votre soutien. Il y a une différence. L'approbation signifie que vous jugez si mes choix répondent à vos standards. Le soutien signifie que vous me faites confiance pour prendre mes propres décisions, et que vous me soutenez, quoi qu'il arrive. La télévision était passée à des images de notre bureau de Boston, des employés se déplaçant dans un espace de travail moderne, travaillant à des bureaux debout, collaborant dans des salles de conférences vitrées. La culture d'entreprise chez Dataflow est apparemment exceptionnelle, narrait le journaliste. Mitchell est connu pour donner la priorité au bien-être des employés, offrant des avantages généreux et maintenant un environnement axé sur une mission claire. Les avis des employés la classent régulièrement comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans la tech. Le téléphone de tante Carole sonna de nouveau. Elle y jeta un coup d'œil, refusa l'appel, puis mit le téléphone en mode silencieux. Tout le monde en ville le saura demain. Tout le monde dans le pays le sait en ce moment, dit Jennifer depuis le seuil de la porte. C'est une nouvelle nationale. Internationale, corrigea Michael en regardant son téléphone. La BBC en parle. Reuters aussi. Tu es en tête des tendances sur Twitter. Je vérifiais mon propre téléphone, 63 appels manqués, 147 textos, des emails par centaines. Mon équipe de relations publiques était en pleine crise sur le canal Slack de l'entreprise. Lisa avait texté « Je me cache dans ma salle de bain ». Mes parents n'arrêtent pas d'appeler. Avons-nous une déclaration prête? Je répondis « Utilise la déclaration standard. N'en dévie pas. Je m'occupe de ma famille. Sarah. Maman s'approcha lentement, comme si j'étais un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Je suis tellement désolé. Je suis si désolé. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel point je le regrette. Les choses que j'ai dites, la façon dont j'ai traité ton succès comme si c'était une phase ou une blague. Je suis ta mère. J'aurais dû croire en toi. Oui, tu aurais dû. Peux-tu me pardonner? Je la regardais vraiment. Elle avait 62 ans, portait le même pull de Noël qu'elle portait chaque année, ses cheveux toujours coiffés comme elle les portait depuis les années 80. Ma mère, qui m'avait élevé et aimé, et qui m'avait fondamentalement sous-estimé pendant 3 années consécutives. Je ne sais pas encore, dis-je. Honnêtement, en ce moment, je suis juste fatigué, maman. Je suis fatigué d'être la déception. Je suis fatigué de défendre mes choix. Je suis fatigué d'essayer de prouver que je sais ce que je fais. Tu n'as plus rien à prouver. Vraiment? Si cette histoire n'avait pas éclaté, si CNN n'avait pas révélé mon identité, est-ce que l'un d'entre vous me croirait en ce moment? Ou seriez-vous toujours en train de me donner des chèques et des conseils de carrière, et de me suggérer de travailler dans la vente au détail? Personne ne répondit. C'est ça qui fait mal, maman. Pas que vous n'ayez pas compris mon succès, mais que vous n'ayez pas été prêt à me faire confiance, quand je vous ai dit que je réussissais. Vous aviez besoin d'une validation externe Forbes, CNN,
des valorisations à plusieurs milliards avant de croire votre propre fille. Papa posa son verre de vin délicatement. De quoi as-tu besoin de notre part? Je ne sais pas. Peut-être juste une reconnaissance. Une reconnaissance que vous aviez tort, que j'avais raison. Que j'ai pris de bonnes décisions, même si elles ne ressemblaient pas aux décisions que vous auriez prises. Tu avais raison, dit-il immédiatement. Surtout. L'entreprise, la mission, les choix. Tu avais raison, et nous avions tort. Et tu es brillante. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sauvera des vies, changera les soins de santé, et fera de toi l'une des personnes les plus prospères du pays. Et nous l'avons manqué. Nous avons tout manqué, parce que nous étions trop occupés à essayer de te faire entrer dans une boîte qui avait un sens pour nous. Michael se leva, s'approcha, et me tendit la main. Tu vaux mieux que nous tous. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Je lui serrai la main. Je ne vaux pas mieux. Je suis juste différente, et je suis douée dans ce que je fais. Tu n'es pas juste douée. Il fit un geste vers la télévision, où il montrait un graphique de la trajectoire de croissance de Dataflow. Tu es exceptionnel, de classe mondiale. Tu seras dans les manuels. Les écoles de commerce étudieront ce que tu as bâti. Peut-être. Certainement. Jennifer était rentrée, fermant la porte contre le froid. Sarah, je travaille dans le marketing depuis 15 ans. Je reconnais un succès viral quand j'en vois un. Demain matin, tu seras la plus grande nouvelle de la tech. Probablement la plus grande nouvelle économique de l'année. Ton visage sera partout. Je sais. C'est ce que j'essayais d'éviter. L'anonymat. Je préfère travailler sans la distraction de la publicité. C'est plus facile de se concentrer sur les problèmes, quand on ne gère pas une image publique. C'est fini maintenant, dit-elle doucement. Une fois que ce cycle de nouvelles commencera, rien ne pourra l'arrêter. Tu seras célèbre, que tu le veuilles ou non. Mon téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil à l'identification de l'appelant, le producteur d'Anderson Cooper. Je refusai l'appel. Il sonna de nouveau immédiatement, un numéro différent. Forbes. Refusé. The Atlantic. Refusé. Tu devrais probablement répondre à certains de ces appels, dit finalement Michael. Pas ce soir. Pourquoi pas? Parce que ce soir était censé être Noël avec ma famille. Et même si tout est complètement chamboulé, même si CNN vient de révéler mon identité contre ma volonté, même si tout est un chaos, je suis toujours là. J'essaie toujours de dîner pour Noël avec vous, parce que c'est ce qui compte pour moi, la famille. Même quand vous me rendez complètement folle. Maman se remit à pleurer, mais cette fois, elle souriait. Tu es une meilleure personne que nous ne le méritons. Probablement, réussis-je à esquisser un petit sourire. Mais vous êtes coincé avec moi de toute façon. La sonnette retentit. Nous nous figeâmes tous. Ce sont des journalistes, demanda papa. Je vérifiai le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Pire. Ce sont les voisins. Ne réponds pas, siffla tante Carole. Ils peuvent voir les lumières. Ils savent que nous sommes à la maison. La sonnette retentit de nouveau, suivie de coups à la porte. Papa ouvrit. Les Henderson d'un accent grave côté se tenaient sur le porche, vêtus de pulls de Noël assortis, tenant une bouteille de vin. Nous avons vu les nouvelles, dit Madame Henderson, à bout de souffle. Nous n'avions aucune idée que Sarah était. Nous voulions juste dire félicitations. Merci, dis-je depuis le salon. Pourrions-nous avoir une photo? Monsieur Henderson avait déjà sorti son téléphone. Nos amis ne croiront jamais que nous habitons à côté d'une milliardaire. Je préférerais vraiment ne pas juste une petite photo. Papa les fit entrer. Ils posèrent avec moi devant le sapin de Noël, pendant que Michael prenait la photo. Puis ils voulurent des photos individuelles. Puis une photo de groupe avec mes parents. C'est tellement excitant, s'enthousiasma Madame Henderson. Attendez que l'association de quartier entende ça. Ils partirent enfin, mais avant même que la porte ne se ferme, une autre voiture s'arrêtait, puis une autre. Ça commence, observa Jennifer. Le cirque. Elle avait raison. Au cours de l'heure suivante, nous eûmes 7 autres visiteurs, des voisins, des amis de la famille, des gens du club de lecture de maman, des copains de golf de papa.
Tout le monde voulait soudainement renouer avec la famille de la fondatrice tech milliardaire. À 21h, j'en eus assez. Je dois y aller, annonçai-je. Tu ne peux pas partir, protesta maman. C'est Noël. Ça a cessé d'être Noël il y a environ 3 heures. Maintenant, c'est un cirque médiatique, et je dois prendre les devants. Reste ici. Nous tiendrons les gens à l'écart. Maman, il y a des photographes qui s'installent de l'autre côté de la rue. Demain matin, cette maison sera encerclée. Je dois retourner à Seattle, rencontrer mon équipe, coordonner notre réponse. Ce sera la semaine la plus importante de l'existence de l'entreprise. Je dois la gérer. Papa regarda par la fenêtre. Effectivement, il y avait des gens avec des appareils photo sur le trottoir. Comment t'ont-ils trouvé si vite? Demanda-t-il. Je ne suis pas difficile à trouver. L'adresse de mes parents est probablement dans une douzaine de bases de données. Une fois que CNN a confirmé mon identité, tous les journalistes du pays ont commencé à creuser. Que faisons-nous? Rien. Ne donnez pas d'interview. Ne répondez pas aux questions. Renvoyez tout à notre équipe de relations publiques. Je vous enverrai leurs coordonnées. Sarah. Maman me prit la main. Avant de partir, s'il te plaît. Je veux que tu saches à quel point je suis fier, à quel point je suis désolé, à quel point je t'aime. Je sais, maman. Vraiment? Parce que j'ai l'impression d'avoir passé 3 ans à te dire exactement le contraire. C'est vrai. Alors comment peux-tu me pardonner? Je lui serrai la main. Je n'ai pas dit que je te pardonnais. J'ai dit que je sais que tu m'aimes. Ce sont deux choses différentes. Le pardon prend du temps. Mais l'amour. L'amour n'a jamais été la question. J'ai toujours su que tu m'aimais. Tu ne me respectais simplement pas, je le fais maintenant. Parce que CNN te l'a dit. Parce que Forbes l'a confirmé. Parce que le monde te dit que je suis brillante, importante et digne d'être écoutée. Mais maman, j'avais besoin que tu me respectes avant la validation. J'avais besoin que tu crois en moi quand ce n'était que moi, te parlant de mes rêves. C'est ce respect-là qui compte. Elle hocha la tête, les larmes coulant de nouveau. Je le regagnerai. Peu importe le temps que ça prendra. D'accord. Je les serrai tous dans mes bras, maman, papa, Michael, Jennifer, même tante Carole. Les jumeaux eurent des high five. Puis je pris mon manteau et me dirigeai vers la porte. Sarah, cria Michael. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment fier de toi. Pas à cause de l'argent, ou de la valorisation, ou de la couverture médiatique, mais parce que tu as fait quelque chose de significatif. Tu sauves des vies. C'est plus grand que tout ce que je ferai jamais. Tu es dentiste, Michael. Tu aides les gens tous les jours. Ne dévalorise pas ça. Ce n'est pas pareil. C'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. Je sortis dans le froid. Les photographes commencèrent immédiatement à prendre des photos, criant des questions. Madame Mitchell, qu'est-ce que ça fait d'être révélée? Madame Mitchell, accorderez-vous des interviews? Madame Mitchell, quelle est la suite pour Dataflow? Je ne répondis pas. Ma voiture était dans l'allée, une simple Honda Civic que je possédais depuis 4 ans, pas la Tesla Tap à accent grave-l'œil ou la berline de luxe que les gens s'attendaient probablement à voir conduire par une milliardaire. En sortant de l'allée, je pouvais voir ma famille me regarder par la fenêtre. Maman pleurait toujours. Papa avait son bras autour d'elle. Michael et Jennifer se tenaient derrière eux, les jumeaux collés à la vitre. Mon téléphone sonna. Je répondis en Bluetooth. Salut. Salut à toi. Ça va? Définis le ça va. D'accord. Le bureau est en effervescence. Nous avons eu 63 demandes d'interview au cours des 2 dernières heures. Tous les grands médias veulent un entretien. Forbes veut avancer son article. Le Wall Street Journal veut une exclusivité. Et Anderson Cooper a personnellement appelé pour demander une interview. Non à tous, Lisa. On ne peut pas ignorer ça. Tu es la plus grande nouvelle de la tech. Nous avons besoin d'une stratégie médiatique. Alors voici la stratégie, une conférence de presse demain. Nous publions une déclaration. Je réponds à exactement 5 questions. Puis c'est fini. Après ça, on retourne au travail.
Une seule conférence de presse ne suffira pas, il le faudra. Lisa, nous n'avons pas créé cette entreprise pour me rendre célèbre. Nous l'avons créée pour sauver des vies. Cette mission ne change pas, juste parce que CNN a découvert mon nom. Le monde veut connaître ton histoire. Le monde pourra la lire dans Forbes le mois prochain. En ce moment, nous avons du travail. Nous avons un système pour les CDC à construire. Nous avons des partenariats hospitaliers à maintenir. Nous avons des patients qui dépendent de notre technologie pour rester en vie. C'est ça qui compte, pas mon visage à la télévision. Silence à l'autre bout du fil. Tu as raison, dit finalement Lisa. Tu as absolument raison. J'ai généralement raison. Elle rit. Voilà la Sarah que je connais. Bon retour sous les projecteurs que tu as évité. Merci. Je déteste ça. Je sais. Mais peut-être que du bien en sortira. Des jeunes femmes intéressées par la tech, plus d'opportunités d'investissement, de meilleurs partenariats. Peut-être. Et Sarah? Ta famille, ça va? Ça ira, à terme, une fois qu'ils auront digéré que leur fille au chômage est en fait une milliardaire qui a menti par omission pendant 3 ans. Tu ne mentais pas. Tu protégeais ta vie privée. Va dire ça à ma mère. Je traversais les rues calmes en direction de l'autoroute. Derrière moi, le quartier de mes parents s'illuminait de plus en plus de caméras, de journalistes, de gens attirés par la proximité soudaine d'une richesse et d'un succès extraordinaire. Mais devant moi, il y avait Seattle, ma maison, le travail qui comptait. Mon téléphone vibra avec un texto de maman, je t'aime. Je suis désolé. Je suis si désolé. Je répondis, je sais. Je t'aime aussi. On se parle demain. Un autre texto, cette fois de Michael, tu as vraiment refusé 900 millions d'euros? Tu es folle, mais aussi un peu mon héroïne. Je souris. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre et vide en cette nuit de Noël. Quelque part devant, il y avait le reste de ma vie, maintenant vécue en public, scrutée, analysée et décortiquée par des gens qui ne s'étaient jamais donné la peine de me remarquer auparavant. Mais devant, il y avait aussi le travail, la mission, les patients dont les vies seraient sauvées par une technologie que j'avais passé 3 ans à construire, pendant que ma famille pensait que j'étais au chômage. Et ça valait tout. Même le chaos, même l'exposition, même le dîner de Noël infernal où CNN a révélé mon identité à une famille qui avait passé 3 ans à essayer de réparer une fille qui n'avait jamais été brisée. J'augmentais le volume de la radio. La musique de Noël remplit la voiture. Et malgré tout, je me mis à rire. Parce que quelque part, dans l'absurdité, le chaos, et le déraillement complet de mon anonymat soigneusement entretenu, il y avait quelque chose de presque parfait dans le timing. Ma famille avait passé 3 ans à me sous-estimer, et CNN avait choisi le jour de Noël, le jour où nous étions tous réunis, le jour où ils me donnaient des chèques et des conseils de carrière pour leur prouver, de manière spectaculaire, publique et irrévocable, qu'ils avaient tort. Si je l'avais planifié moi-même, je n'aurais pas pu mieux l'écrire.